Bonjour à tout le monde, bonjour, c'est toujours Bijoux d'Afrique, SLPG, toujours seul le peuple gagne. Je vous salue depuis votre position. Facebook a été bloqué hier dans le monde entier. En tout cas, j'aurais préféré que ça dure un peu quelques jours pour voir, pour que nos soi-disant influenceurs africains comprennent ce que c'est que influencer réellement. Et puis les cassements de papo, les casseurs de papo, hier, ils n'ont pas bien dormi. Mais bon, c'est pas grave. Je faisais ma vidéo, elle a été bloquée hier. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Je vais la reprendre aujourd'hui et puis la continuer. Et puis bien la taper dessus. Donc, je vous salue. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, depuis votre position. Partagez la vidéo, envoyez-la dans les groupes pour que le message puisse passer. Je fais la vidéo sur mon ancienne page. Voilà. Identifiez-moi les pro-Gbagbo, les pro-Soro, les pro-RHDP et puis tout le monde. Parce que là, chacun va en prendre pour son grade. Quand je vais commencer à parler, ils diront que ce petit la cherche palabre. Quand je vais dire la vérité, ils vont tous m'insulter. Monsieur Bijoux, ben mieux que drap, depuis le début c'est comme ça. Ben mieux que drap, je leur tape dessus, ils sont pas contents. Hey, ouais. Salut à tout le monde, hein. Depuis votre position. Aujourd'hui, la journée, chez nous à Marseille, tout est inondé. Il a beaucoup plu. Donc, si chez vous il fait bon, Dieu merci. Voilà. Bijoux d'Afrique, SLPG toujours, seul le peuple gagne. Accrochez-vous. Parce que, comme on dit chez nous, ça va bombarder. On va essayer de taper et puis faire comprendre à des gens qui pensent que leurs leaders sont les meilleurs. Leurs leaders sont des gens dont on ne doit pas parler. Parce que c'est eux qui ont créé le monde. Et puis leurs leaders peuvent marcher d'une façon malhonnête. Et puis que nous, on doit regarder. On ne va pas regarder. Vous savez, comme je le disais hier, il y a en politique, ce qui est mauvais, ce sont les critiques négatifs. Et puis, les critiques, les dénonciations négatives, les rejets négatifs. Et puis en politique, ce qui est positif, ce sont les critiques positives, les dénonciations positives et puis les rejets positifs. Mais en réalité, tout ça là en politique, c'est toujours positif. Parce que tout est de l'ordre du naturel en politique. On a le droit de tout. Parce que dans le faux aussi est bien. Parce que c'est dans le faux qu'on trie et puis on décèle, on enlève ou on crée un vrai qui est bon. Donc je disais, vous savez, il y a des gens qui ont fait la politique comme Gbagbo, qui ont fait la politique du rejet, qui ont fait la politique de la dénonciation, qui ont fait la politique, vous savez, qui ont fait la politique du désordre. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas que les mêmes choses se répètent sur eux. Donc mon thème, j'ai mis la politique et critique, virgule dénonciation, virgule rejet égale à la politique. Que beaucoup n'acceptent plus aujourd'hui et pourtant, c'est ce qui les a fait connaître. Vous voyez, c'est ce qui les a fait connaître. Comme Gbagbo, Simon Gbagbo, Blé Goudé, Soro, et puis le RHDP, et puis même PDCI, j'en passe. Vous savez, aujourd'hui, les pro-Gbagbo n'aiment pas qu'on parle de Gbagbo. Et puis les gens de Gbagbo n'aiment pas qu'on parle d'eux. Et puis les Koné Katignan, les Damana Picasse, ils sont tout permis. Les Lourgnon Odette sont tout permis. Mais ils n'aiment pas qu'on les critique. Est-ce normal? Ils n'aiment pas qu'on dénonce les choses. Ils n'aiment pas le rejet. Est-ce normal? Et pourtant, ça a été leur politique. Gbagbo a commencé la politique comment? En dénonçant Houphouët, en jetant la pierre sur la politique de Houphouët, en critiquant la politique de Houphouët. Gbagbo s'est retrouvé en exil. En exil, Gbagbo disait quoi en exil? Sur Houphouët. À pas critiquer Houphouët, à pas dénoncer le pouvoir de Houphouët, à pas rejeter le pouvoir de Houphouët. Vous pensez qu'en exil, Gbagbo disait de Houphouët que Houphouët était un bon président, Houphouët était bien, que Houphouët était parfait? Parce que à quoi ça sert d'être l'adversaire, de te mettre en adversaire politique si ton adversaire est bon? Ce sont les critiques.
Ce sont les Roger, et puis j'en passe, qui ont fait de Gbagbo le Gbagbo qu'il est aujourd'hui, qui ont fait de Gbagbo reconnu devant Houphouët. Mais aujourd'hui, Gbagbo ne veut pas que les gens soient reconnus devant lui. Parce qu'avant, il était jeune. Il a oublié qu'à un moment donné, il aurait aussi l'âge de Houphouët. Il a oublié que ce qu'il a fait là, d'autres personnes viendront aussi lui jeter ça à la figure. Aujourd'hui, le monsieur n'accepte pas. Vous voyez? Et pourtant, il est allé en exil hier, en critiquant Houphouët. Et pourtant, toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui savent que Houphouët aimait Gbagbo. Houphouët a tendu la main à Gbagbo. Mais Gbagbo n'en avait que faire de la main tendue de Houphouët. Gbagbo n'en avait que faire de la main tendue par Houphouët. Non? Gbagbo n'en avait que faire de l'amour de Houphouët. Gbagbo en avait seulement pour ses ambitions personnelles. Lui, il voulait être président. Et puis c'est ce qui comptait pour lui. Gbagbo, le grand Gbagbo, il fallait qu'il soit le grand Gbagbo. Celui qui a la tête de la Côte d'Ivoire. Il allait jusqu'à traiter Houphouët de tricheur en politique. Vous voyez, ces gens-là n'acceptent plus le plat qu'ils ont mangé hier. Nos parents là qui ont 70 ans ont connu le foutou avant nous. Et puis nous, on tabac foutou sans gêne. Et puis nos enfants, tabac foutou encore sans gêne. Gbagbo a amené les critiques, hein, les dénonciations, le rejet. Et puis aujourd'hui, quand on mange le même plat que lui et son équipe, ils ne sont pas contents. Mais Gbagbo, mais le foutu de critique là, il est bon. Surtout quand tu as mis la viande d'agouti dessus là. C'est pour ça qu'on mange ça aujourd'hui. Et puis en politique, la critique, ce n'est pas mauvais. Parce que c'est ça la politique. Dans le monde entier. La politique, c'est tout ce qui est critique, dénonciation, et puis rejet de ce que fait son adversaire. Ici en France, aux États-Unis, partout c'est pareil. Mais en Côte d'Ivoire, je pense que quand les pro-Gbagbo parlent, et puis il faut parler des critiques, ils savent citer l'Europe. Quand il faut parler de certaines choses, ils savent citer l'Europe. Mais quand bien sûr on adopte, on commence à porter leur marque de vêtements, nous aussi. Et puis on veut aussi se pavaner devant eux, ils ne sont pas contents. Mais vous voyez ces jeunes personnes-là, en fait, sont des nazis renfermés. Sont des nazis renfermés. Des Hitler renfermés à eux-mêmes, qui sont venus à un temps des yeux fermés, à un temps du noir total. Quand je dis ça, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Internet. À ce temps-là, ils sont venus endormir notre population sur des mensonges. Concrètement, sur des mensonges du début à la fin. Et puis aujourd'hui, la lumière se fait voir. Tout le monde voit clair dans eux. Et puis on les critique à leur tour. Ils ne sont pas contents. Ils sont prêts à guillotiner les gens. Aujourd'hui, tu les entends dire que oui. Oh, faut pas que quelqu'un d'autre crée un parti en dehors de leur parti. Et puis si quelqu'un d'autre crée un parti, il faut qu'il rentre dans leur parti. Ça là, ça s'appelle de la dictature totale. Et puis c'est du nazisme. Oui. Mais on va pas les louper. Vous voyez comment le monde est simple. Le monde est simple. Quand tu es un peu réveillé là, hein, il y a des choses qui ne t'échappent pas. Voilà. Quand tu es un peu réveillé, il y a des choses qui ne t'échappent pas. Et puis je remercie Dieu pour ça. Voilà le Gbagbo. Vous voyez quand Gbagbo proposait, quand Gbagbo parlait de 75 ans, et puis il expliquait pourquoi il ne fallait plus être candidat au-delà de 75 ans. Gbagbo expliquait ça. Mais vous savez quel âge il avait quand il expliquait ça? Il avait 56 ans quand il expliquait ça. Il savait qu'il avait encore de la marge devant lui. En ce moment-là, il était tellement roublard et puis un jeune tordu dans la tête. Oui, il avait 56 ans. Vous enlevez ces 76 ans-là. Vous enlevez les 10 ans de prison. Et puis vous enlevez encore 10 ans de son pouvoir. Ou même, allez, on va dire qu'il avait 57 ans. Hein? 57 ans ou 58 ans si vous voulez, pour vous faire plaisir. En ce moment-là, il arrivait à bien expliquer parce que devant lui, il savait qu'il y avait les Bédiers qui avaient 12 ans de plus que lui. Il savait qu'il y avait d'autres personnes qui étaient largement âgées. Mais il n'a pas calculé que le monde va si vite. Voilà. Il n'a pas calculé que le monde va si vite.
À peine il a fermé les yeux, il se réveille, il voit que l'âge que lui-même il avait proposé hier, il a dépassé, ou il a atteint. Il faut changer les projets. Il faut changer l'angle de vue de la chose. Aujourd'hui, il n'accepte plus les 67, les 75 ans. Il se sent en forme. Il se sent bien en forme. Il se sent en forme pour s'imposer aux Ivoiriens. Il se sent en forme pour marcher sur les Ivoiriens. Il se sent en forme pour penser que nous sommes toujours cons comme il y a 18 ans en arrière. Mais, dites à Gbagbo, le temps passe, beaucoup de choses ont changé, qui auraient pu s'imaginer qu'on se serait si réveillé. On fait le bilan calmement. Hein? On fait le bilan calmement. Hein, Gbagbo? Tiens bien. Vous, toi, Simon Gbagbo, vous aimez quand c'est calme. Le temps passe, beaucoup de choses ont changé, qui auraient pu s'imaginer que de 75 ans serait si vite arrivé. On fait le bilan calmement. Gbagbo, calme-toi. Calme-toi. Il y a des gens aujourd'hui qui osent expliquer Gbagbo. Oui, mais pourquoi on doit définir l'âge? L'âge pour être candidat ou diriger un pays. Pourquoi on doit définir l'âge? C'est parce que concrètement, quand on parle d'une jeunesse qui doit prendre la place là, hein, quand on parle d'une jeunesse qui doit prendre la place, c'est que la jeunesse elle-même, elle n'est même pas définie. La jeunesse elle-même là, elle n'est pas définie. Parce qu'une personne de 60 ans n'est pas une jeunesse. Réellement, une personne de 60 ans là est un grand-père. Vous voyez? Est un vieillard chez nous. Vous voyez? Est un sage de village. Une personne de 50 ans n'est pas un jeune. Et souvent, certains à 50 ans, ils sont grands-pères. Vous avez oublié ça. Il y en a, ils sont grands-pères, ils sont plus que des oncles. Ils sont plus que les grands-oncles. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas question de l'âge. Il y a personne qui a dit que Gbagbo ne doit plus s'immiscer dans la politique. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit que Gbagbo ne doit plus s'immiscer dans la politique. Mais on vous parle de l'âge pour être candidat dans notre pays et puis diriger notre pays là. Ou nos pays là. 70 ans là, c'est même beaucoup. On devait même s'arrêter à 70 ans. Vous voyez? Et alors 75 ans, c'est même trop. À plus de 75 ans, voilà Gbagbo qui crée son parti politique. Quel est le problème? Il peut bien donner des conseils aux gens de son nouveau parti politique, être le sage de ce parti politique, et puis on verra si c'est un bon politicien. Parce que vous savez, dans le foot là, dans le foot, quand tu as été un bon joueur, vous voyez les Zidane, quand tu as été un bon joueur, on veut te voir aussi entraîneur, pour voir si tu es vraiment bon. Si c'était ton entraîneur qui avait fait de toi un bon joueur, ou si c'était parce que toi-même tu étais bon. Zidane, il entraîne et puis il gagne des coupes. Gbagbo, à son âge, il peut être le sage de son parti politique et puis conseiller les jeunes. Personne ne l'a interdit à ça. Voilà, personne ne l'a interdit à ça. Mais gouverner notre pays là, c'est pas la peine. Non, 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 c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous voyez, les gens quand on parle, oui, pourquoi vous parlez de l'âge? Vous pensez que ceux qui ont 60 ans là, c'est des jeunes? Vous pensez que ceux qui ont 65 ans là, c'est des jeunes? Vous pensez que ceux qui ont 50 ans, c'est des jeunes? Ils doivent prendre leur place. Ils doivent prendre leur place. Voilà. Et puis, comment venir contredire le schéma expliqué par une personne? Gbagbo nous a expliqué pourquoi lui, il voulait 75 ans. Et puis, pourquoi les raisons? Donc, les raisons sont établies. Les raisons sont établies et puis nous, on s'assoit sur ces raisons pour avancer. On dit oui, il n'y a pas d'âge. Non, parce que maintenant, que Gbagbo lui-même arrivé à son âge, mais quand il disait 75 ans avant, là, que lui, il avait 58 ans ou 56 ans, là, quand il parlait de ça, là, il n'y avait personne qui réagissait. Personne disait non, mais là, on n'est pas d'accord. Vous étiez tous d'accord avec ça. Maintenant arrive son tour de lui-même qui a parlé là. Vous voulez excuser.
Vous voulez nous sortir des schémas. Faut laisser tomber. Faut laisser tomber les schémas. On va suivre ce qui est bon. Voilà. Aujourd'hui, même en Occident, il y a des choses qui s'acceptaient avant et puis qui ne s'acceptent pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'angle de la vue des choses a changé. L'angle de la vue des choses a changé. L'angle de la vue des choses aussi a le droit de changer au niveau de l'Afrique. Parce qu'un jeune qui veut faire la politique à 40 ans, il peut bien penser que lui qui a 65 ans, il est trop vieux. Vous voyez? Bon, il faut un peu de travaux. Il faut un peu de travaux chez les voisins. C'est pas si grave, c'est la France. Hein? Donc, lui qui a 30 ans peut estimer que lui de 60 ans est vieux. Et puis lui de 60 ans peut estimer que lui de 70 ans est vieux. Et puis lui de 70 ans peut estimer que celui de 88 ans est trop vieux. Et puis c'est comme ça. Mais pour éviter ça, là, comme en politique, réellement on n'avait pas défini l'âge de la retraite, c'est mieux de la caler. Et puis la vraie concurrence politique va se faire. Je vous répète, vous les pro-Gbagbo, il faut vous calmer. Le temps passe et beaucoup de choses ont changé qui auraient pu s'imaginer que l'âge de 75 ans serait si arrivé, serait si vite arrivé. On fait le bilan aujourd'hui, calmement, et puis on vous envoie vos propres paroles dans la gueule. Vous avez compris? Gbagbo n'a été Gbagbo qu'avec des critiques. Gbagbo là, si on l'a connu en politique, c'est parce qu'il a critiqué la politique de Houphouët. Gbagbo, si on l'a connu, c'est parce qu'il a été adversaire. Donc adversaire veut dire, il luttait contre la politique de Houphouët. Il critiquait, il dénonçait, il rejetait. Mais si c'était vraiment pour l'amour de la Côte d'Ivoire que Gbagbo se battait, quand Houphouët lui tend la main, quelqu'un qui aime son pays, il pouvait accepter la main tendue. Il pouvait regarder. Si moi, on me propose de rentrer dans un parti, dans un pouvoir en place, je cherche à savoir quel poste on me donne, quel poste on me propose, et puis suivant le poste, si ça arrange les axes, ça arrange mes projets, ce que je veux bâtir pour ma nation, bien sûr j'accepte pour que la société, notre société avance. Gbagbo, ce n'était pas ça. Houphouët lui a tendu la main, lui il n'a pas voulu. Ce n'était pas pour le bien de la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas pour le bien de la Côte d'Ivoire. Lui, c'était ses ambitions personnelles. Gbagbo ne fait pas quoi? Gbagbo n'a pas critiqué qui ici? En politique, ce n'est pas que seulement Houphouët. Gbagbo a critiqué Bédié. Ce sont les critiques qui ont fait Gbagbo. Gbagbo a critiqué Gaï Robert. Ce sont les critiques qui ont fait Gbagbo. Gbagbo a critiqué Alassane, le traitant même d'étranger. Gbagbo a fait sa politique en critique, en rejet. En critique, en rejet. Est-ce que je mens? C'est la réalité. Et puis vous voyez la zone Gbagbo, la planète Gbagbo. Tous les défenseurs de Gbagbo et puis tous les proches de Gbagbo n'aiment pas qu'on parle de Gbagbo. Ils détestent qu'on parle de Gbagbo. Ils détestent qu'on critique Gbagbo. Ils détestent qu'on dénonce des choses. Ils détestent qu'on rejette des choses. Et puis pourtant, leur politique et puis la politique qu'ils ont suivie a été concrétisée sur des critiques et des rejets. Et puis comment même un politicien ou une politicienne peut ne pas accepter tout ce qui est critique, tout ce qui est rejet, tout ce qui est dénonciation. Si tu n'acceptes pas ça, c'est que tu n'es pas politique. Parce que vous savez, le monde, on aurait pu faire le monde ainsi. On aurait pu faire le monde ainsi. Faire un monde de la politique de vérité. Ceux qui ont mis la politique en place n'ont été que des gens qui étaient des trafiquants. N'ont été que des gens qui essayaient de marmailler la population, leur population au temps d'avant. Qui n'ont été que des gens qui n'estimaient pas leur population. Parce que vous savez, depuis que la politique a été créée là, si on avait mis en place une politique de vérité dans laquelle on refuse le mensonge et le roubladisme, vous savez, on aurait eu des nations qui se développent à chaque instant de la vie, qui se développent à chaque seconde des jours et des nuits. Parce qu'on ne fonctionnerait que sur du réel,
sûr du concret, sûr de la vérité, sûr de l'incontestable. On peut peut-être contester un travail mal fait, mal débuté, mal fait, mais réellement la politique serait une politique de vérité. Je viens et puis je vous dis, bon, voilà ce que je prévois de faire. Voilà mes projets politiques. Et puis quand je viens en politique, je concrétise ça. Mais la politique, ce n'est pas ça. La politique, là, ce n'est pas ça. La politique, c'est une chose qui a été mise en place par des tricheurs, par des esclavagistes, par des tortureurs, par des massacreurs, par des voleurs, par des trafiquants. Vous voyez? Donc la politique, ça a été mis en place par des faux commerçants. Pourquoi je dis pas des faux commerçants? Il y a des gens, ils peuvent te vendre des habits de mauvaise qualité et puis te faire croire que c'est de la qualité originale. C'est ça la politique. C'est de te vendre des mensonges en te faisant croire que c'est du réel. C'est ce qu'ils vont faire. Alors que non. Alors que non. Ils vont bien faire tout le contraire. Ils te vendent des vérités cachées dans de mensonges. Ça veut dire tout est un tas de mensonges parce que la vérité qui t'annonce là, ce n'est pas ce qui t'annonce qu'il va faire. Donc concrètement là, quand il t'annonce la vérité en politique, quand il t'annonce la vérité, c'est roublard là. Quand il t'annonce une vérité, il faut que tu analyses et puis tu trouves le contraire de ce qu'il te propose. Voilà. Il faut que tu comprennes le contraire de ce qu'il te propose. S'il te dit qu'il va faire construire 2 millions de maisons, c'est que calcule bien qu'il va construire peut-être 20 maisons. Et puis parfois même 0 maison. Voilà, c'est comme ça qu'il faut calculer les choses. Quand les gens vous disent, on va augmenter l'économie, il faut comprendre ça, que l'économie là, ils vont l'augmenter dans leur poche à eux, et puis dans la poche de leurs proches. La politique de Gbagbo, ça a été quoi? La refondation, ils se sont enrichis, ils s'en sont mis plein les poches, et puis tout le monde est devenu riche, y compris les enfants comme les Blé-Goudé, qui étaient les délinquants de la Fessie, qui allaient dans les collèges pour bloquer les collèges et puis forcer ces jeunes enfants à sortir, à aller manifester pour leurs propres opinions, leurs propres besoins. Vous voyez? Donc en politique, la politique africaine, ça a été quoi? Ils ont promis beaucoup de choses à leur population. Et puis, ils ont enrichi de mensonges et de la pauvreté leur population à la fin, pendant que eux ont mis le budget dans leur poche, sur leur compte. Ils ont embelli leur vie. C'est comme ça. Donc concrètement, un politicien doit pouvoir accepter tout ce qui est critique, tout ce qui est rejet de sa politique ou de sa façon de faire. Celui qui n'accepte pas ça n'est pas un politicien. Les blancs même qui fonctionnent ici, là, ils acceptent ça. Et puis c'est ça même qui les pousse à concrètement être meilleurs. Quand on a une société qui n'a pas avancé, quand on a une société qui n'a pas avancé, et puis on voit toujours à la tête des vieillards qui ne nous servent à rien. Et puis quand je dis vieillards, pour moi les gens de 60 ans sont des vieillards. Mais les gens de 60 ans, hein, on ne peut pas non plus dire qu'il ne faut pas qu'ils se présentent. Voilà pourquoi on dit au moins 70 ans c'est bon. Si Alassane pouvait mettre ça à 70 ans, c'était parfait. Comme ça on aurait des gens, voilà, des gens qui peuvent se concurrencer réellement. Donc dites à Kone Katigna que quand on les indexe et puis on parle du roubladisme de Gbagbo et puis de la mauvaise politique de Gbagbo, on parle bien de quelqu'un qui a passé son temps à critiquer la politique des autres. On parle bien de quelqu'un qui s'est fait sur des critiques. On parle bien de quelqu'un qui s'est fait connaître sur des critiques. On parle bien de quelqu'un qui a réussi à prendre le pouvoir sur des mensonges, sur des rejets de d'autres personnes. On parle bien des gens qui ont fait des meetings en rejetant d'autres personnes, en les traitant d'étrangers. Oui, c'est ça la politique de Gbagbo. Est-ce que je mens? Ou sinon prenez-les. Quand je parle de... Il a fait campagne en rejetant les autres, en les traitant d'étrangers.
Mais les vidéos sont là, c'est une réalité. Quand je dis qu'il a fait une politique de critique et de rejet, politique de dénonciation, si vous pensez que je dis faux ou que je dis du n'importe quoi, prenez les vidéos, Dieu merci. Avant, il n'y avait peut-être pas Internet, mais il y avait des caméras. Dieu merci. Le parcours de Gbagbo, on n'a pas tout le parcours, mais on a une bonne partie de son parcours qui nous montre bien qu'il a fait une politique de rejet, de critique, d'énonciation, et puis toute la totale, de mensonges, et puis tout le paquet de ce qui n'est pas bon. Si je mens, allez-y sur YouTube, il y a les vidéos de Gbagbo. Qu'est-ce qu'il disait sur Houphouët? S'il n'a pas traité Houphouët de voleur, Houphouët de tricheur, Houphouët de piller le pays, Houphouët de mauvais gouverneur, si je mens, eh ben, si je mens là, si ça n'existe pas que Gbagbo dans sa politique, il a critiqué les autres là, dites-moi-le et puis moi je vais arrêter les vidéos. Voilà. Si ça n'existe pas que dans la politique de Gbagbo, il a un jour traité un adversaire politique de ne pas être ivoirien et puis d'être étranger là, hein? Dites-moi-le, j'arrête les vidéos. Si dans la politique de Gbagbo, ça n'existe pas qu'il a traité d'autres personnes de dictateurs et puis qu'il a salué même quand d'autres personnes se sont pris de coups d'État, dites-moi-le, je vais arrêter les vidéos et puis je vais même tout arrêter. Si ça n'existe pas jusqu'à l'heure actuelle, dans la politique nouvelle de Gbagbo, qu'il interdit, son groupe et lui interdisent les autres de créer leur parti ou leur mouvement, parce qu'il n'y a que son mouvement à lui, son nouveau parti, qui doit primer. Si ça n'existe pas, dites-moi-le, je vais arrêter tout ça. La vérité, là, ça fait mal. Je sais, ça fait mal. Mais Gbagbo lui-même, il est bien placé pour savoir que la vérité fait mal. Aïe. Gbagbo lui-même, il est bien placé pour savoir que quand on te pointe du doigt, ça fait mal. Gbagbo lui-même, il est bien placé pour savoir que rejeter les autres, ça fait mal. J'ai rien inventé. Je fais que ce qu'on nous a... je fais que ce que lui, il a su bien faire. Voilà. Houphouët dans sa tombe doit s'étonner qu'aujourd'hui, le mec qui le traitait à lui, à Houphouët, de dictateur, aujourd'hui, cette même personne n'accepte pas qu'on le traite de dictateur, n'accepte pas qu'on le traite de tricheur, n'accepte pas qu'on le traite d'un homme qui a eu un parcours de menteur. Tout n'a pas été 100% mensonge. Bien sûr, il doit y avoir 10% de vérité, mais en 90% de mensonge. Voilà. Donc, ce monsieur-là n'accepte pas ça. Sinon, expliquez-moi, qu'est-ce que Gbagbo disait en exil sur Houphouët, et puis pourquoi il est parti en exil de lui-même? Quand il est revenu, quelle a été sa politique? Et puis tout au long, jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir, quelle a été la politique? Ça m'a étonné et puis choqué d'apprendre que Gbagbo était bien dans des toilettes. Avant qu'on annonce le résultat final, il avait déjà pris le pouvoir devant Gueye. Et puis, c'est ce même Gbagbo qui a dit à Gueye, hein, qui a dit à Gueye Robert d'évincer Bédié et Alassane. Mais tout ça là, hein, c'est ça que je dis. Quand Bijou s'installe, ils ne sont pas contents. Quand Bijou s'installe en direct, ils ne sont pas contents. Vous n'êtes pas contents. Vous n'êtes pas contents. Moi, je suis là pour dire ce que je pense et puis ce que je vois. Voilà. Ce que je pense et puis ce que je vois. Il y a des gens là, ils ont vu beaucoup plus de choses. Mais en leur temps, il n'y avait pas Internet. Ils ne pouvaient pas dénoncer. Ils ne pouvaient pas dénoncer Gbagbo. Ils ne pouvaient pas dénoncer beaucoup d'autres personnes. Aujourd'hui, nous sommes là. Dieu a fait que nous sommes encore en vie jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on peut dire cela. Il y a des gens, ils doivent être heureux dans leur tombe de nous entendre dire certaines choses qu'ils auraient aimé eux-mêmes dire. Oui. Le titre de ma vidéo, hein, c'est le titre de ma vidéo, c'est la politique et critique, dénonciation, virgule le rejet, égale à la politique. Que beaucoup n'acceptent plus aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce qui les a fait connaître. Oui.
Tous les pro-Gbagbo là, vous qui êtes au pays, vous devez comprendre que si un jour Gbagbo a été connu en tant que jeune leader, ou si un jour Gbagbo a été connu en Côte d'Ivoire, c'est à travers les critiques, c'est à travers les dénonciations, c'est à travers les rejets, et puis c'est à travers la manipulation. Il fallait que je mette ça, je vais rajouter ça après, à travers la manipulation et les mensonges, je vais rajouter ça aussi. C'est ça qu'il a fait connaître. Et puis c'est ça qu'il a hissé jusqu'au devant du pouvoir de la Côte d'Ivoire. Et puis on sait comment il était dans les toilettes. Le deuxième tour, le résultat final n'était même pas encore annoncé, qu'il avait déjà fait prendre le pouvoir par les militaires et puis autres. Et puis maintenant c'est lui qui a téléguidé les gens à aller annoncer le résultat final. Voilà. Si ça là, c'est une bonne chose, tant mieux pour vous. Mais nous les autres Ivoiriens là, on pense bien qu'il y a des choses qui sont inacceptables, qu'on ne peut pas accepter. Dieu merci que nous avons cet angle de vue et puis cette position aussi à prendre. Je remercie Dieu et mes ancêtres pour ça. C'est important. Donc Gbagbo, de là où il est, il sait très bien comment il est venu en politique. Simone Gbagbo, Simone Gbagbo, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui défendent Simone Gbagbo. Quand d'autres personnes parlent de Simone Gbagbo, ils ne sont pas contents, ils sont aigris. Pourquoi on attaque notre maman? Pourquoi on dit ça? Pourquoi? Oh, calmez-vous. Le temps passe, beaucoup de choses ont changé, qui auraient pu s'imaginer que ce temps-là serait si vite arrivé. On fait le bilan calmement, on va vous dire toute la vérité, parce qu'aujourd'hui c'est la nouvelle génération de l'internet, rien qui ne nous échappe. Vous avez compris? De la même façon que j'ai parlé de Gbagbo, Simone Gbagbo a eu un parcours politique de critique, de dénonciation, de mensonges, et puis comment j'ai dérogé, et puis vous savez, de manipulation. Mais c'est la politique. Mais en réalité, vous savez pourquoi je dis ça? C'est la politique. Les politiciens savent que ce que je dis là, c'est la politique. Vous prenez la politique africaine, vous prenez même d'abord la politique entière occidentale. C'est ça, c'est la manipulation, c'est la critique, c'est le rejet, c'est la dénonciation, c'est la manipulation, c'est le mensonge, et puis c'est tout ça. Vous voyez? Parce que, regardez, exemple en France, Marine Le Pen fait une politique de rejet de certaines populations. Sa politique est basée dessus parce qu'il faut bien qu'il garde cet esprit-là de quelqu'un qui veut la France pour les Français. Mais réellement, ce n'est juste que de la politique. Elle ne pourra pas virer les gens. Elle ne pourra pas faire comme on pense. Elle pourra mettre des lois difficiles en place. Mais d'un côté, elle a raison de faire ça. Parce que comme nous les Noirs, quand on arrive chez les Blancs, quand on arrive chez eux, et puis on nous donne un appartement dans lequel nous sommes arrivés. On dirait on est chez nous. Vous savez, les Noirs aujourd'hui, leur vie c'est quoi? Avoir un grand chez eux chez les autres. Et puis même avoir un petit chez eux chez les autres est mieux que avoir quelque chose chez eux. Quand ils sont tous arrivés en Occident là, ils regardent l'Afrique là. Pour eux, l'Afrique est dégueulasse. Leur village, ils y pensent même pas, c'est dégueulasse. Tout est dégueulasse. On a des influenceurs, des influenceuses ici. Moi, on en a plein d'influenceurs maintenant en Afrique. Et puis, ils influencent tous les jours. C'est eux qui dansent dans la maison. Ils mettent des ongles jusque là. Vous voyez? Mais, si le blanc lui dit maintenant, oui, mais ton village est sale, elle ne peut pas le nier. Parce qu'ils se jouent au riche sur la toile. Mais leur village est sale. Leur pays est sale. Il n'y a rien qui se développe. Et puis quand les Blancs disent, bon, nous on va virer les gens pour qu'on reste entre nous, ils ne sont pas d'accord. Si vous étiez vraiment des influenceurs, vous aurez investi chez vous. Vous aurez tout fait pour embellir vos villages, pour que ça serve de leçon et puis d'exemple aux autres personnes de vos villages, pour qu'ils se mettent aussi à la tâche, pour que vos villages deviennent des bons villages. Mais non, c'est ça être influenceur.
Mais non. Vous vous plaisez dans la maison des Blancs où vous n'avez même pas mis une pierre, où on vous a tout donné, les fenêtres. Quand les fenêtres, ça ne va pas, vous appelez le propriétaire parce que c'est chez lui. C'est lui qui doit changer. Et puis c'est vous qui êtes là connectés, qui dansez, qui mettez des faux cheveux, qu'on ne peut pas aller dans un lit avec vous. Hein? Qui mettez des faux cheveux et puis vous prenez pour des belles femmes. Plein de maquillage, vous prenez pour des belles femmes. Des ongles comme ça. Nos influenceurs, on ne peut même pas voir une influenceuse qui garde des cheveux naturels pour influencer les autres sur cet angle de vue. Non, ils ont tous des mèches et puis proposent tous des mèches. Et puis, si c'est pas en même temps mèches et puis produits éclaircissants. L'Afrique doit être un continent de mèches. Les crânes à mèches, les crânes qui grattent, qui puent. Hein? C'est ça. Donc je le dis, je viens sur le cas de Simone Gbagbo pour dire aux simonistes, calmez-vous. Les gens ont le droit de critiquer Simone, ont le droit de dénoncer Simone, ont le droit de s'exprimer sur Simone. Parce que Simone elle-même sait qu'en politique, c'est une chose qui est légale. Tout ça là, c'est légal. Elle le sait, Simone Gbagbo. Donc calmez-vous. Simone Gbagbo a fait un parcours politique avec Gbagbo. Un parcours de rejet, de dénonciation, de mensonges et puis etc. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ça qui les a fait connaître. C'est pas autre chose. C'est bien ça qui les a fait connaître. Il faut y aller mollo mollo quand vous défendez les gens. Quand vous ne connaissez pas la réalité d'un terrain, il faut y aller mollo mollo. Parce que si demain Simone Gbagbo doit aller aux élections, là, elle fera sa campagne sur des dénonciations, et puis sur des critiques, et puis sur des rejets, et sur des mensonges, etc. Il est bon de leur dire la vérité. Vous voyez? Je vais partir aussi. Vous voyez? Les Gbagbo, les Simone étaient les messies face à Oufoué. Étaient les Cristiano Ronaldo quand ils dénonçaient Oufoué. Ils étaient les Cristiano Ronaldo. Et puis regardez, les Blé Goudé. Les Blé Goudé qui n'étaient rien. Allez-y sur la page de Blé Goudé. Et puis, mettez un commentaire qui ne sied pas son esprit. Ils vont vous bloquer. Pourquoi? Voilà des gens qui veulent faire la politique. Voilà des petits menus frottins qui hier avaient des croûtes dans le nez. Ils étaient à la fesse, ils avaient des croûtes dans le nez. Les pieds sales, qui n'avaient rien. Qu'on a pris. On a pris sur la base. Et puis on les a positionnés pour qu'ils critiquent certaines personnes, pour qu'ils dénoncent certaines personnes, pour qu'ils rejettent certaines personnes. En ce moment-là, ils étaient les Cristiano Ronaldo de la Côte d'Ivoire. En 2010, 2002 là, les Blé Goudé étaient les Cristiano Ronaldo de la Côte d'Ivoire. Oui, en politique, dans ce qu'ils faisaient, ils étaient les Cristiano Ronaldo de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui avaient le ballon, c'est eux qui marquaient les buts des critiques. C'est eux qui marquaient les buts des rejets. C'est eux qui marquaient les buts des dénonciations. Mais pendant ce temps-là, c'était bon. Tout était bon. Tout passait. Tout se déroulait comme il se déroulait. Aujourd'hui, le même Blé Goudé. Aujourd'hui, le même Blé Goudé se retrouve aujourd'hui. N'accepte pas les critiques sur sa page. N'accepte pas les critiques sur ses vidéos. Et puis, il bloque tout le monde. Mais, si vous n'acceptez pas les critiques, fallait pas commencer votre politique avec. Ces gens-là n'ont réellement pas fait de la politique. C'est maintenant qu'ils vont commencer à faire de la politique. Et puis, ils n'acceptent pas les rejets. Ces gens étaient à la fessie en train de faire la délinquance avec les tchotches dans les pieds sales. Ils n'avaient pas de quoi manger. Aujourd'hui, ils sont en costard cravate. Et ils pensent que la politique, là, c'est d'être en costard cravate. La politique, là, ce n'est pas d'être en costard cravate. C'est pas parce que tu es en costard cravate que tu es un politicien, c'est faux. Si vous pensez ça, là, vous avez tout faux. Ce qui fait de toi un politicien, là, c'est ce que tu fais pour ta nation. Concrètement, ce que tu fais pour ta nation. Mais aujourd'hui, là, Blé Goudé, depuis qu'il s'est annoncé en politique, qu'est-ce qu'il a fait et puis qu'est-ce qu'il fait pour son village? Qu'est-ce qu'il fait pour son village? Montrez-nous les prouesses qu'il a fait dans son village. A-t-il essayé de mettre du goudron?
A-t-il essayé d'arranger l'hôpital de son village? Je ne pense pas, parce que sinon on l'aurait su. Parce que ces gens-là, quand ils font petite action là, il faut qu'on voit ça. Voilà, excusez-moi pour le bruit, hein, ils font les travaux et puis on ne va pas les empêcher aussi de faire les travaux. C'est normal qu'ils fassent leurs travaux. Voilà. Donc ces gens-là étaient les Cristiano Ronaldo du Roger. Et puis aujourd'hui, ils n'acceptent pas les critiques. Ils rejettent tout le monde. Quelle honte. Quelle honte. Mais c'est comme ça. Ce sont la même lignée des Gbagbo là. Ce sont des traîtres et des roublards. Ça a toujours été des gens comme ça. C'est pas gâté. Regardez, on va venir chez les Prosoro. Vous voyez les Prosoro? Les Prosoro, c'est quoi? Ils ont fait ils font une politique de criminalité. Ils font une politique dans leur bouche là. Quand vous voyez les Prosoro, quand vous entendez les Prosoro, tous les vidéomans des Prosoro, ils ne voient que la mort. Eux, ils voient la mort partout. Quand ils font vidéo, attention, telle personne est en danger, il va mourir, il va se faire tuer. Ils aiment tout ce qui frôle avec la mort, la tuerie, tout ça là. Ils aiment ça. Parce que, comme on dit, quand tu as eu l'habitude de côtoyer une chose, tu gardes cette habitude. Les Prosoro n'arrivent pas à dire une bonne chose. Eux, leur match là, eux c'est tout ce qui frôle la mort. Aujourd'hui là, l'autre qui est aux États-Unis, qu'on appelle, je ne sais pas comment, j'ai même pas envie de dire son nom, elle qui est aux États-Unis, elle dans sa bouche là, il n'y a que la mort maintenant. Et puis ils ont que du mauvais dans leur bouche. Excusez-moi, je vais vérifier qui sonne chez moi. Bon, c'est le... Apparemment, bon, c'est le facteur. Donc je vous disais que les gens de Soro là, ils n'ont rien de bon dans la bouche. Tout ce qu'ils disent, c'est toujours en lien avec la mort, avec le crime. Eux, ils disent pas une chose qui est en lien avec la paix, avec le bon sens, non. L'autre qui est aux États-Unis. Et puis eux, ils sont toujours là en train de descendre les gens. KKB est un violeur. Il faut l'arrêter. Il faut faire ci. Il faut faire ça. Oh, la fille là. Elle est menacée de mort. Ils veulent la tuer. Danger pour la fille. Ils veulent la tuer. Eux là, ils ont que ça dans la bouche. Tuer, meurtre. Mauvais. Ils ont que ça dans la bouche. Leur match, c'est comme ça. Mais eux là, ils aiment critiquer les autres. Ils aiment jeter la mauvaise pierre aux autres. Ils aiment dénoncer les autres. Ils aiment calomnier les autres. Ils aiment tout ça. Mais ils traitent KKB de violeurs. Manquez-vous ou faites semblant une seconde de dire que Soro, parce qu'il a été dans la rébellion, c'est un criminel. Vous allez voir comment ils vont vous tomber dessus. Faites une petite erreur de dire que Soro et ses rebelles ont violé les Ivoiriens. Vous allez voir comment ils vont vous tomber dessus. Parce que non, c'est les autres qui sont les violeurs. C'est les autres qui sont les criminels. C'est les autres qui tuent. Soro, il est parfait. Voilà des gens. Et pourtant, leur Soro est celui-là même qui a passé son temps à critiquer les gens, à rejeter les gens, à traiter les gens de dictateurs. Et puis ces vidéos sont là. Vous voyez quand même comment ces gens-là n'ont pas de logique, les pro-Soro. Faites une erreur de dire que Soro est un violeur parce qu'il a fait la rébellion. Et puis on sait que les rebelles ont violé les gens. Vous allez voir comment ils vont vous tomber dessus. Les gens, ils sont aigris. Ils ont la méchanceté en eux. Ils ont le rejet en eux. Ils ont la mauvaise foi en eux. Ils ont tout de mauvais en eux. Et pourtant, ils veulent venir... Ils veulent nous faire croire qu'ils veulent venir gouverner la Côte d'Ivoire dans la paix. Qu'ils vont venir gouverner la Côte d'Ivoire dans le bon sens. Mais qui sont ces gens qui vont venir gouverner la Côte d'Ivoire dans le bon sens et puis qui sont remplis de mauvaises pensées, de mauvaises intentions, de mauvais cœurs? Soro Guillaume était Cristiano Ronaldo quand il fallait traiter.
les autres des dictateurs. Soro Guillaume était Cristiano Ronaldo quand il fallait rejeter les autres. Soro Guillaume était Cristiano Ronaldo quand il fallait faire la rébellion. Et puis tous ces gens aujourd'hui, ils n'acceptent pas qu'on les critique. Quand Soro Guillaume est en direct, appelle. Et puis quand on vous dit oui, c'est le moment des appels, des questions des gens. Dès qu'il entend ça, regardez le visage de Soro. Il peut tout accepter, mais il craint la partie appel. Il n'aime pas les critiques. Et pourtant, il en a fait son rôle, le meilleur côté de son match. Vous voyez, les gens de Soro là, si vous voulez les connaître, tellement ils sont mauvais. Et puis ils sont tout le temps dans tout ce qui est crime, meurtre, tout ce qui est mauvais là. Vous savez, pour ceux qui ont grandi en Afrique là, c'est un peu comme quand il y a un match dans un village. Tellement les gens de Soro sont toujours de mauvaise foi. Et puis ils ne pensent qu'au crime, aux tueries là, au mauvais, à faire le mal, à tout ce qui est mal. Ça c'est des gens, comme au village, quand on organise un match, pour ceux qui ont grandi au village, hein, on vous dit demain il y a un match, et puis la personne qui est de mauvaise foi, ceux qui ont le mauvais en eux là, ils vont prendre leur crampon là, en fer là, ils vont prendre ça, et puis ils prennent une lime, et ils liment ça. Toute la nuit ils liment ça. Et puis ils liment en pensant au mauvais qu'il va faire demain. En pensant au mal qu'il va faire demain. Et puis ils liment tout. Tout ça pour faire que le mal. Quand il rentre dans le terrain, là, lui il n'est pas dans le ballon. Hein. Il est dans le terrain pour casser les jambes des autres. Pour blesser les autres. Parce que c'est pour ça qu'il a limé ses crampons. C'est pour ça qu'il a taillé ses crampons. Le mauvais. Ça là, ce sont les soroïstes. Quand on parle, et puis ils soutiennent, on parle de coup d'état là-bas, ils sont dessus, ils soutiennent. Ils soutiennent tout ce qui est mal. Mais voilà des gens qui veulent venir gouverner un pays avec une population. Qui veulent gouverner un pays qu'on sait qui a connu la guerre. Et puis, ils n'ont pas de bon sens. Ils n'acceptent rien. Pourquoi j'ai mis le nom de tout le monde? C'est parce que tous ces gens-là fonctionnent pareil. Ils aiment critiquer. Et puis leurs défenseurs aiment critiquer. Mais ils n'aiment pas qu'on les critique. Vous voyez? Comme Blé Goudé là. Et puis Blé Goudé, dis à ta vidéoman là, j'ai pas envie de dire son nom ici, qu'elle se calme. Nous on a commencé vidéo avant elle. Et puis quand elle est venue faire vidéo là, c'est nous on l'a aidé. Hein. Voilà. Elle ne sait peut-être pas, mais c'est nous on l'a aidé. Qu'elle se calme. Voilà, qu'elle se calme. Avec toute la, comment on dit là, tous les orphelins qu'elle a chez elle là, plein de bruit là, qu'elle se calme. Hein? Sinon on veut Jensen sur toi là. C'est pas elle et ses petites vidéos à la con là, qu'elle a besoin, les gens, et puis c'est des gens comme nous, des gens qui ont commencé autant d'avant comme nous, qui partageons ces vidéos pour qu'elle puisse venir gueuler. Et puis ils font des YouTube pour se faire de la monnaie. Nous on fait YouTube là, c'est pour mettre des vidéos comme ça. YouTube même propose qu'on monétise, on monétise pas. Dis à ta vidéoman là qui fait bruit là, qu'elle se calme. Parce que c'est devant nous qu'elle est passée dans ton camp. C'est nous-mêmes on l'a aidé à partager ses vidéos. Qu'elle se calme. Il n'y a rien dans vidéo. Voilà. Et puis si on veut t'attaquer, Blé Goudé, ce n'est surtout pas elle qui va pouvoir nous bloquer. Ce n'est surtout pas son petit bruit qu'elle est en train de faire là, qui va nous empêcher. Pas une vidéo elle fait là. Elle ne peut pas concurrencer en vidéo avec nous. Voilà, elle ne peut pas. Pas quand il y a quelqu'un qui ne fait pas atalakou des gens là. Cette personne-là est plus dangereuse que celui qui fait atalakou. Parce que lui qui ne fait pas atalakou là, quand il te tombe dessus là, il te tombe dessus en sans pitié. Lui qui fait ton atalakou là, quand il te tombe dessus là, il régularise un peu les choses. Elle ne sait pas faire vidéo. Elle ne sait pas comment Jensen. Elle pense qu'elle Jensen. Mais dis-lui de se calmer. La dernière fois, j'ai entendu, elle a fait vidéo, quelqu'un m'a dit,
Elle dit que oui, les gens ont dit que Blé Goudé n'est pas allé à Paris pour voir les Ivoiriens. Il est parti à Paris pour son argent. Oui, c'est moi j'ai dit ça. Blé Goudé n'est pas allé à Paris pour voir les Ivoiriens. Il est parti là-bas pour son argent. C'est pas l'argent là dont on parle aujourd'hui. Les 800 000 euros qu'il demande, pourquoi j'avais pas raison? Les 800 000 euros plus d'1 million qu'il demande là, c'est pas l'argent là qu'on parle aujourd'hui. Mais quand il parle, c'est pas après qu'il est passé à Paris. Il demande à qui cet argent? Faut se calmer, calmez-vous, sinon Blé Goudé là, on va le faire tomber jusqu'à dans... Calmez-vous. Voilà. C'est nous 2 jours là, on défend. Et puis quand on défend là, on dit quelqu'un défend. C'est nous, on vient et puis on regarde une chose. Et puis on sait que c'est contre cette chose se passe comme ça. Mais en réalité, c'est à cause de ça que ça se passe comme ça. Des gens qui sont là, notre maman Simone, vous n'avez pas été capable de la défendre dès le départ. C'est aujourd'hui notre maman Simone. Avec des seins gonflés, on dirait un homme qui n'a pas touché femme, ça fait 1 an. Bref. Donc je parlais pour recadrer les gens. Parce que ces gens-là, et puis si je parle de ça, là, de Blé Goudé, c'est pour qu'ils comprennent. Et puis ces menus frottins là qui font vidéo pour lui, là, qui se calment. Parce que la critique, là, c'est ça la politique. Voilà. Ils doivent l'accepter. Ils sont obligés de l'accepter. Ça s'imposera à eux parce qu'ils ne peuvent pas continuer dans la politique sans subir des critiques. Ils ne peuvent pas continuer dans la politique sans subir des rejets. Ils ne peuvent pas continuer dans la politique sans subir les dénonciations des autres. Donc c'est une chose là. Ça ne sert à rien de vous fatiguer. C'est une chose qu'il subira parce que lui-même fera pareil. Parce que lui-même fera pareil. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les gens du RHDP, les gens du RHDP, parce que j'ai mis le nom, dites-vous bien que Alassane aussi a fait une politique de critique, de dénonciation, de rejet, hein, voilà, et de mensonges, et puis etc. On nous a dit qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne portaient pas boubou. Jusque-là, moi j'ai été touché. Mais je vois qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous les jeunes cherchent à porter du Fendi, cherchent à porter du Gucci, cherchent à porter les grandes marques. Et puis je ne les vois pas en boubou. C'est un peu dommage, mais c'est pas gâté. Ils disent que les politiques des autres ont été des politiques de profiteurs qui se sont enrichis. Mais le pouvoir des RHDP, aujourd'hui on constate plein de milliardaires dans ce pouvoir-là. Et puis c'est triste, parce qu'ils sont tous des milliardaires, la plupart très riches. Et puis le Nord, les hôpitaux sont chaotiques. Le Nord est chaotique. C'est dommage pour des gens qui étaient venus sur un rattrapage ethnique, pour des gens qui étaient venus pour embellir la Côte d'Ivoire. C'est de là que les gens, moi je répète ce qui se dit. On dit que oui, il y a des étrangers dans ce pouvoir. Est-ce que on a le droit de peut-être penser que si le Nord est chaotique, c'est parce que l'argent n'est peut-être pas dans la main des vrais nordistes. Parce que moi, je ne peux pas être dans un pouvoir et puis être milliardaire et abandonner mon secteur. Je vis à Abidjan, je vis à Assini, je viens en France, je me balade partout. Et puis, chez moi est désastreuse. Chez moi est une zone de tristesse. Je ne peux pas. Donc, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut se permettre de dire que peut-être que l'argent n'est pas vraiment dans la main des vrais enfants Sénoufo, des vrais enfants Koyaka, des vrais enfants Tagbana, des vrais enfants trucs. Parce que si l'argent est dans leurs mains là, c'est une honte totale pour des gens qui ont critiqué un pouvoir ou des pouvoirs avant qu'ils viennent de laisser leur zone chaotique. C'est triste. Et puis quand je dis ça, normalement les gens du Nord, vous savez, c'est un peu comme avec les Probabo.
il y a des sujets qui sont des sujets sensibles. Quand tu commences à les aborder, les gens ils commencent à être aigris. Ouh, pourquoi il dit que l'argent ne serait pas dans la main des vraies personnes du Nord? Il veut dire quoi par là? Qu'il y a des étrangers en Côte d'Ivoire? Non, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas des étrangers. Il n'y a que des Ivoiriens. Voilà. C'est le seul pays où tu es sûr d'avoir la vraie population de ce pays, du premier au dernier. Voilà. C'est le seul pays où tu es sûr d'avoir des vraies personnes de ce pays-là. Il n'y a pas d'étrangers en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas parler d'étrangers parce qu'il y a un problème. Pourtant, moi je suis étranger en France, les Français en parlent, ça ne me pose pas de problème, je l'accepte. Et puis je suis fier d'être étranger, je suis fier de venir de la Côte d'Ivoire, comme il y a des frères ici, des Maliens, des Guinéens, des Togolais, des Gabonais, qu'on traite ici en France d'étrangers. Et puis en France, ici, ça ne leur pose pas de problème. Ils sont fiers de reconnaître là où ils sont, de là où ils viennent. Mais peut-être que c'est sur le continent africain qu'on ne veut peut-être pas accepter qu'on vienne de quelque part. Mais quand on dit que tu viens de quelque part, là, pourquoi les Blancs nous traitent d'étrangers, vous allez comprendre. C'est parce que nous, quand on travaille là, notre argent ne reste pas ici. Nous, quand on travaille là, on a toujours quelqu'un à qui on envoie de l'argent dans notre pays d'origine. C'est ça qui fait qu'on est étranger. Parce qu'on a notre source là, elle est quelque part. Et puis tous les jours qu'on vit, on pense à notre source. C'est ça qui fait de nous des étrangers. Donc si quelqu'un est togolais, vit en Côte d'Ivoire, quand il travaille en Côte d'Ivoire, s'il envoie de l'argent pour nourrir sa famille au Togo, c'est parce qu'il sait qu'il est du Togo. C'est parce qu'il sait que sa source elle est là-bas. C'est ça qui fait de toi un étranger dans un pays. Quand on parle de ça, certains vont commencer à dire « Ah, parce que c'est en Côte d'Ivoire là qu'on trouve que, dès que tu parles un peu, c'est en Côte d'Ivoire qu'on trouve qu'il y a des gens qui sont venus d'ailleurs, l'autre est venu de là, l'autre est venu de là, l'autre... » Donc, on ne doit pas parler. Donc, quand tu envoies ton argent, parce que moi, en tant que Dida, quand je vais en Côte d'Ivoire, je n'ai pas de famille au Libéria, comme certains, ils parlent de ça. Mais il n'y a pas d'ethnie Dida au Libéria. Voilà. C'est pour vous dire qu'on ne vient pas de là-bas. Quand on trace une frontière, et puis les frontières, quand les gens disent que ceux-là, ils viennent de là, là, c'est parce que quand les frontières ont été tracées, peut-être qu'une grande partie de cette langue-là est restée de l'autre côté. Voilà pourquoi on dit, ces gens-là, comme il y a une petite partie ici et puis une grande partie là-bas, donc ils viendraient de là-bas. Mais non, quand la frontière a été tracée là, ceux qui étaient là pendant que la frontière s'est tracée là, eux ils sont ivoiriens. Voilà. Et puis, avec le temps, ceux qui sont en Côte d'Ivoire depuis 50 ans, et voire peut-être plus, sont ivoiriens. Vous voyez? Mais ceux qui viennent d'arriver, qui travaillent, qui transpirent pour aider leurs parents, leurs familles dans un autre pays d'Afrique, mais c'est parce que tu sais que tu n'es pas à 100%, tu n'es pas ivoirien. Voilà pourquoi tu sais qu'il y a ta famille quelque part. Parce que ta famille n'est pas allée en voyage. Ta famille n'est pas allée en voyage, ta famille est là-bas, et puis tes grands-parents, certains à Paris, de ta famille, quand ils meurent, on les ramène se faire enterrer là-bas. Comme ici, quand il y a des Africains qui meurent ici, là, on les envoie au Sénégal, on les envoie au Mali, on les envoie, certains même, ils ont la nationalité ici, et puis ils les envoient, certains même, leurs enfants sont nés ici, et puis ils les envoient se faire enterrer dans leur pays d'origine. C'est pour dire, on ne peut pas accepter une chose ailleurs, et puis ne pas l'accepter d'un autre côté. Voilà. C'est tout, hein. Il faut de la dignité. Donc je disais RHDP, c'est dommage. Moi souvent quand je parle du RHDP, j'aime pas mélanger tout le pays. Quand je parle du RHDP, je parle surtout du Nord. Parce que le Nord aurait dû être embelli. Franchement, quand tu parles du Nord, on te dit, ils ont mis goudron. Ils ont mis goudron, c'est tout. Et puis, quand tu parles avec certaines personnes du Nord, ils te montrent des routes comme le frère
le jeune carton noir a montré hier. Une route qui est dégueulasse. Pourtant, ça se passe au nord. Attendez, je vais vous montrer. Une route dégueulasse. Et pourtant, ça se passe au nord. Quand tu parles, on dit ils ont mis des routes. C'est pas pour critiquer. Mais mes parents là devraient comprendre que c'est important de vous-même là dire aux vôtres qui sont dans le pouvoir, qui s'enrichissent là, hein, leur dire que aïe, c'est quoi ça? Leur dire que de travailler chez vous. Parce que demain, quand un autre va venir au pouvoir et puis va travailler chez lui, il ne faudra pas dire que oui, la personne vous a délaissé. Voilà. Regardez, ça c'est au nord. Ça c'est route, ça au nord. Je vous dis une seule fois. Regardez. La voie principale de Nacho Kobadara qui prend du Biato. Voilà. Regardez. Jusqu'à... Ça c'est route, ça. À la Carbale. Vous trouvez ça normal? Moi je trouve pas ça normal. Pourquoi? Mais peut-être que les autres trouvent ça normal. Et quand je vais me lever, commencer à attaquer le pouvoir en place, on dira que je suis impoli. Voilà. Or, en réalité, je ne suis pas impoli. Voilà. Tu n'es pas impoli. Je ne suis pas impoli. Non, tu n'es pas impoli. Arrêtons de se faire la guerre. Voilà. Arrêtons. C'est un jeune du Nord. Un jeune du Nord qui montre la route de son secteur. Si les gens ne montrent pas là, j'ai vu aussi une autre vidéo. Une autre vidéo, je ne sais pas qui l'avait publiée. J'ai vu une autre vidéo qu'on m'avait envoyée. Une autre vidéo. Toujours au nord. Toujours au nord. Une autre vidéo, toujours au nord. Quand tu parles là, les gens te disent non, oh, il a fait ci, Alassane a fait ça, mais on ne dit pas Alassane. Alassane, il est président. Mais dans les contrées du nord là, hein, dans les contrées du nord là, il y a bien des maires et des députés. Il y a bien des représentants. Mais ces gens-là, ils font quoi? C'est ça la question. Parce que Alassane, le truc n'est pas là à dire Alassane. Les routes là, par exemple, comme ce que je vous ai montré là, hein, il y a bien un maire dans ce secteur-là, il y a bien un député. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Je vois aujourd'hui, il y a une fille ivoirienne qui est passée sur l'émission de Foka, qui dit que, ouais, elle a pris la route, elle préfère risquer sa vie et puis venir en Europe que de rester en Côte d'Ivoire. Je vois tout le monde partage ça et puis surtout, les pro-Soro, ça c'est leur gamme, c'est ce qu'ils aiment bien. Donc ils partagent tous ça. Ça c'est ce qui les intéresse. Mais ils oublient. Moi, ce qui me dérange avec les gens de Soro, ils font comme s'ils parlent d'un pouvoir qui leur est étranger. Non. Ce qui se passe au pays, si le pays est mal parti, si autant de jeunes du Nord ont pris la mer, ces jeunes-là ont commencé à prendre la mer quand il y avait Soro lui-même en tant que Premier ministre, quand il y avait Soro lui-même en tant que président de l'Assemblée nationale, quand il y avait Soro, ils ont commencé à partir, à prendre la mer, quand il y avait Soro. Mais ils montrent aujourd'hui des vidéos, ils montrent des gens comme si tout est de la faute d'Alassane. Aïe, mais votre campagne politique là, était pour embellir la vie, le rattrapage ethnique et puis embellir la vie de ces gens-là. C'est parce que vous avez tous échoué. Oui, c'est parce que vous avez tous échoué. C'est parce que Soro a échoué. Il a échoué, en tout cas, il a servi des mensonges à ses parents du Nord. Voilà pourquoi les gens ont fini par prendre le bateau.
les gens ont fini par passer par la Libye. Et puis certaines femmes se sont fait violer là-bas. Vous voyez? Parce qu'en grande partie, ceux qui prennent la route là, qui viennent ici, nous on est ici, on les voit, c'est que la plupart, 95% sont des jeunes du Nord. Ils sont ici à Marseille, 95% sont des jeunes du Nord. Je dirais même 98% sont des jeunes du Nord. Aïe. Qu'est-ce que ce rôle-là, ils leur ont promis? Quelle était leur démarche politique? Rattrapage ethnique, les autres ne veulent pas qu'on porte boubou, les autres ne veulent pas nous laisser la place. Maintenant, vous avez toute la place. Pourquoi les gens prennent la mer? Je les vois, les pro-Soro, ils veulent nous vendre. Ils veulent nous vendre à l'heure d'Internet, à l'heure de la réalité réelle. Ils veulent nous vendre un autre film. Alors que le film, il est là. Il ne date pas de longtemps, ce film. Soro Guillaume a été Premier ministre au temps de Gbagbo. Il était Premier ministre au temps de Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Nord quand il était Premier ministre? Qu'est-ce qu'il a fait pour améliorer la vie des gens du Nord quand il était Premier ministre alors qu'il est venu avec une rébellion? Qu'est-ce qu'il a été? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. C'était comme ça. Et puis après, ils ont diesé le pays et il a encore été Premier ministre, plus président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. En ce moment-là, il avait un gros ventre, un vrai gros ventre balèze. Il était rassasié. Il avait des bons jours. Il était rassasié. Ses enfants sont au luxe. Sa femme au luxe. Ses frères au luxe. Je vois aujourd'hui le frère de Soro Guillaume qui est président de ONG. Le frère de Soro Guillaume est président de ONG. Mais quel est le but d'une ONG? Voilà. Quel est le but d'une ONG? Dites-moi, quel est le but d'une ONG? Il fait quoi pour le Nord? Rien. Il fait rien pour le Nord. De quoi est-ce que vous venez aujourd'hui et puis ils sont en tas sur le pouvoir d'Alassane? Ils sont en tas sur le pouvoir d'Alassane. Vous êtes en tas sur le pouvoir d'Alassane pour rien. Vous êtes fautif dedans. Votre Soro est fautif dedans. L'enfant du Nord, l'enfant prodige qui traitait tous les autres de dictateurs. L'enfant prodige qui traitait tous les autres de criminels. Qu'est-ce qu'il a fait? Chez lui, je ne sais pas s'il est de Séguéla ou je ne sais pas d'où il est là. Ou il est Sénoufo ou je ne sais pas il est quoi là. Koyaka ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il est là. Il a fait quoi pour chez lui? Pourtant, il est milliardaire, dépassé. Ils sont en tas, ils sont sur la Guinée, ils sont sur le Mali, ils sont sur, quand on parle dans le pouvoir de Gbagbo, ils sont dedans. Ah, votre Soro est loin d'être propre. Et puis il est très très loin d'être propre, pourtant vous voulez nous le servir. Et pourtant quand on vous voit, vous les défenseurs de Soro, vous êtes tous aigris. Vous êtes tous aigris, vous avez des caractères, et puis vous êtes dans le mensonge. Vous voulez montrer que vous êtes des bonnes personnes avec le sourire, mais vous êtes des mauvaises personnes en réalité. Dans votre propre groupe, vous avez plusieurs groupes. Tout ça pour rejeter certaines personnes. Et puis dans votre propre groupe, vous ne vous entendez pas avec les autres qui sont Bousmani, c'est la vérité. Vous voulez venir gouverner un pays de Bousmani. Quand je dis un pays de Bousmani, c'est de dire qu'on dit que c'est les hommes de la forêt. Nous sommes des gens de la forêt. Tous là, nous sommes des gens de la forêt. Vous voulez venir gouverner un pays de Bousmani. La femme de Soro est Bousmani. Elle-même, ses parents sont Bousmani. Ses oncles sont Bousmani. Ses enfants sont Bousmani. Respectez les gens. Arrêtez parce que nous, on est là, on vous regarde, on sait qu'est-ce que c'est que votre truc. Y compris les pro-Gbagbo. Les pro-Gbagbo sont devenus des dictateurs aujourd'hui. Ils ne méritent pas de venir au pouvoir. Les pro-Gbagbo sont devenus des dictateurs avérés. Et puis sont devenus des racistes avérés, des Hitler avérés, des nazis avérés dans notre pays. Ils ne méritent pas de venir au pouvoir. Voilà. Et puis, les simonistes sont devenus des gens de secte parce qu'ils utilisent la religion. Cette nouvelle secte qui a été créée pour endormir et puis mettre en retard notre population. Ces gens-là aussi ne méritent pas de venir au pouvoir.
Quand je dis ça comme ça, là, ils doivent être en tas, énervés. Ceux qui vont voir la vidéo plus tard, ils vont être en tas, énervés. Pourquoi il dit ça, lui? Je dis ça parce que je dis ça. C'est ma perception des choses. Toi et moi, on ne va pas pareil. Si tu es mouton, si tu aimes te faire utiliser, ça c'est ton problème. Si tu n'es pas réveillé, c'est ton problème. Voilà. Dans Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne toujours. SLPG, seul le peuple gagne toujours. SLPG, seul le peuple gagne toujours. Un politicien qui n'accepte pas. Et puis, les partisans d'un politicien qui n'accepte pas qu'on les critique sont des gens qu'on doit rejeter. Parce qu'ils ne connaissent pas la politique. Ils ne savent pas que la politique est créée sur la base des critiques, des dénonciations, des mensonges et puis des rejets. Et j'en passe. La politique n'a pas été créée sur la vérité. Quand tu fais une politique de vérité, tous les autres ont peur de toi. Quand tu fais une politique de vérité, tous les autres personnalités politiques, hommes ou femmes, ont peur de toi, ont peur de ta politique et puis font tout pour te mettre les bâtons dans les roues, pour ne pas que tu avances. Pourquoi? Parce que si tu ramènes une politique de vérité, une politique de promesses réalisées, une politique du concret, une politique de j'ai dit et je fais, une politique de ce que je vois, je le dis, une politique de ce que j'ai promis, je le réalise, une politique de montrer à ma population comment on développe un pays, une politique de montrer à ma population comment on avance, une politique de montrer à ma population comment on devient grand, une politique de faire comprendre à ma population comment ne pas accepter le mensonge, comment ne pas accepter la manipulation. Quand tu fais une politique comme ça, c'est sûr que tu es le premier danger de tous ces politiques. Et puis ils se mettront ensemble pour t'enlever la vie parce que ta politique va détruire leur politique. Ta politique détruit leur politique. Ta politique va contre leur politique. Exemple, je vais vous dire une chose. Vous voyez, Stéphane Kipré aujourd'hui, il est heureux parce qu'il a dissous son UNG. Parce qu'avant, quand il parlait de Gbagbo, on disait, oui, tu as ton parti politique, laisse Gbagbo tranquille et puis occupe-toi de ton parti politique. Il a dissous son parti et puis aujourd'hui, il est avec Gbagbo. Mais vous pensez que c'est lui qui est avec Gbagbo, c'est Gbagbo qui est avec lui. Les Damana Picasso, les Kone Katignan, malheureusement pour eux, ils n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, c'est Stéphane Kipré qui arrose la galerie. C'est Stéphane Kipré qui fait la fête à la fête foraine. Vous voyez? Donc, tout le monde est derrière lui. Le nouveau parti de Gbagbo, là, c'est parce qu'on dit le nouveau parti de Gbagbo. Mais en réalité, c'est un parti de Stéphane Kipré. Vous voyez? C'est ça qui est la réalité. C'est Stéphane Kipré qui a l'argent dans le groupe. C'est lui aujourd'hui qu'ils veulent placer, mais ce n'est pas la première fois que je le dis. Je vous avais dit que le nouveau parti, on parle Gbagbo là, ça là, il y a Stéphane Kipré dedans. C'est lui qui met ça en place. Et puis Gbagbo, il est là. Voilà. Vous voyez? Et puis vous avez vraiment cru. Voilà une chose étonnante. Pendant un moment, on nous a tapé dans les oreilles. Ouais. Gbagbo a dit qu'il ne gouvernait pas avec sa famille. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit à la CPI. Et pourtant, c'était faux. Parce qu'il a bien gouverné avec sa famille. Vous savez, gouverner avec sa famille ne veut pas dire que faut que les gens de ta famille soient députés, maires, tout ça, ou des ministres. Gouverner avec ta famille, là, c'est quand ta famille ramasse l'argent. Ils ne sont à aucun poste dans le pays. Et puis, ils ramassent l'argent pour aller s'engraisser, s'enrichir sur le dos des pauvres Ivoiriens. S'acheter les affaires de luxe. Même si toi, tu as beau t'habiller normalement. Mais si en contrepartie, tes enfants s'enrichissent, ramassent l'argent, deviennent des milliardaires. Tes beaux-fils deviennent des milliardaires. Tu gouvernes avec ta famille. Vous voyez? Parce que c'est l'argent dépensé là. Hein? C'est ça qui empêche le pays d'avancer. Même si tu avais mis ta famille, ministre, député, tout ça, et que ces gens-là, si leur paye, c'est 3 millions et qu'ils sont payés 3 millions, et puis l'autre argent là, tu la prends
pour travailler le pays là. Tu vas voir que les gens vont même oublier que ce sont les gens de ta famille qui sont ministres. Tant que tu travailles ton pays là, tant que tu bosses sur ton pays là, les gens vont oublier que ton cousin est le premier ministre, ton autre cousin est ministre d'État, ton autre cousin est ministre des budgets. Les gens vont oublier ça. Si tu fais des choses pour le pays et puis les gens sentent que tu travailles, tu embellis le pays, les hôpitaux sont là, les écoles de qualité sont là, la sécurité est là, une bonne police qui fait le travail, qui respecte la citoyenneté, qui respecte les citoyens, qui respecte les civils, qui respecte les gens, et puis qui protège les gens. Et puis, il y a le travail, les gens travaillent, les gens font tout. Mais ils vont s'en foutre. Ils travaillent tous, ils sont payés. La société, elle avance. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent que les gens soient des ministres et des députés? Les seules personnes à qui ça va déranger, ce sont tes adversaires politiques. Parce qu'il faudra qu'ils te critiquent. Mais la population elle-même, si vous travaillez, ils vont oublier tout ça. Ils vont dire aux gens, oh les vauriens l'ont quitté là-bas. Nous au moins, voilà, tant d'immeubles. Depuis qu'ils sont là, il y a au moins 2000 immeubles ou 5000 immeubles qui ont été construits en Côte d'Ivoire. Goudron partout. Nos villages, ils ont mis au moins des lampadaires, au moins une quarantaine de lampadaires. Et puis les villages sont faits en zoo. Et puis les hôpitaux sont de qualité, des pharmacies partout, des ambulances partout, des trucs d'ambulanciers partout, et puis partout. Qui va te reprocher quelque chose? Vous voyez? Mais quand on dit tu gouvernes avec ta famille, là, c'est de cacher ta famille hein, sur les feux des projecteurs, tu les caches, et puis leur main là ne fait que ramasser l'argent. Ne fait que ramasser l'argent pour aller en Europe, envoyer leurs enfants en Europe, s'enrichir, devenir milliardaires. C'est ça que tu gouvernes avec ta famille. Parce qu'ils appauvrissent notre pays. Pendant que les autres réclament du boulot, eux ils ramassent l'argent et puis ils ne parlent pas de boulot. Pendant que les autres réclament les hôpitaux, eux ils ont de quoi venir se faire soigner en France. Et puis ils gouvernent avec ta famille. Tous les gens de ta famille ont le passeport diplomatique, ils font ce qu'ils veulent. Si les Africains là, certains ne comprennent rien et puis ils sont en retard là. Nous, on va essayer de leur dire des choses. Il faut prendre les choses sur des angles différents. Il y a des gens qui disent, ouais, mais vous voyez, dans la politique de Gbagbo, il y avait un tel, Gbagbo ne gouvernait pas avec sa famille. Non, c'est pas ça, gouverner. Voilà. C'est quand la main de ta famille, là, elle touche trop l'argent. Et puis elle en abuse, là. Et ça, on appelle, tu gouvernes avec ta famille. Parce qu'avec ta famille, vous pillez l'argent du pays. C'est ça. C'est ça. Comprenez-le bien. Ce que je voulais dire, on dit que Gbagbo ne gouverne pas avec sa famille. Ouais, Michel Gbagbo, vous voyez, l'enfant de Gbagbo n'est pas dans la politique. Vous avez vraiment cru que Gbagbo allait terminer sa politique sans que son fils rentre dans la politique? Vous avez vraiment cru ça? Ils vous ont marmaillé. Voilà maintenant aujourd'hui Michel Gbagbo qui est là dans la politique. Hein? Et puis ils sont dans marmaille. S'il est député aujourd'hui, c'est sur un arrangement. C'est sur un arrangement qu'il est député. Lui-même, il le sait très bien. Voilà. Parce que de la même façon que Big Togo a pris la place à la petite là-bas, là, quelqu'un du RHDP aurait pu dire qu'il a gagné et puis ça allait aller où? Voilà. Mais il fallait positionner celui-là. Donc ils l'ont positionné. C'est toujours leur accord. Ils s'entendent bien avec Alassane, ils s'entendent bien. Quand il est sorti de prison, il a réussi son travail. Même un bon poste. Donc on est au courant de beaucoup de choses. Voilà pourquoi souvent quand on parle, on tape sur tout le monde. On pourrait dire encore beaucoup plus de choses qui vont vraiment faire mal. Qui vont vraiment faire mal. Mais chaque chose a son temps. Et puis aussi, on essaye quand même de rester quand même en retrait sur certaines choses. Faut pas qu'ils prennent les gens pour des cons. Ça, c'est tout simplement ce que nous ne voulons pas et nous n'acceptons pas. Merci beaucoup à ceux qui ont suivi la vidéo. Partagez-la pour ceux qui ne l'ont pas encore partagée. Envoyez-la dans les groupes pour que les autres puissent la suivre. SLPG toujours, seul le peuple gagne. Pour tous ceux qui sont intéressés par le mouvement SLPG, allez-y sur le site SLPG. Voilà, en tapant sur Google recherche www.slpg.fr ou tout simplement slpg.fr.
On est ensemble. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Hein? Parce que vous avez vu hier, Facebook c'était déconnecté de tout. Et puis moi, hier, tout simplement, ça me disait rien. J'aurais même préféré que Facebook reste ainsi au moins une semaine. On aurait vu des suicides dans le monde. Et puis on aurait vu des suicides parce que, voilà, tous nos influenceurs de Facebook, les influenceurs arrivés, qui se prennent pour des richissimes et qui n'ont rien, des vendeurs de mèches à crâne, des vendeurs et des vendeuses de perruques, hein, des vendeuses de produits éclaircissants, et puis qui se prennent pour des... On est arrivé là. J'aurais voulu les voir pendant une semaine. Et puis les casseurs de papeaux, j'aurais voulu les voir pendant une semaine. Vous voyez? Donc hier, je pense que certains ils devaient être comme ça accrochés à Facebook et essayer de voir, c'est revenu. Ah putain, c'est pas revenu. Ils reviennent encore, c'est revenu. Ah putain, c'est pas revenu. Ils ont appelé tout le monde pour savoir, oh Facebook marche chez toi, Facebook est bloqué chez toi, Facebook est si. Quelle honte. On vous dit de créer, vous ne voulez pas créer. Hein? Tant que vous êtes dans Story, ça vous plaît. C'est dommage pour l'Afrique, mais c'est pas gâté. On est ensemble. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, parce qu'à chaque fois je mets les vidéos là-bas. Et comme ça, si un jour comme ça, Facebook, ça leur prend encore de faire pareil. Voilà, les vidéos seront toujours sur YouTube. Et pour moi, Facebook a fait un test pour voir tous les employés de Facebook et puis tous ceux qui sont drogués par Facebook. Voilà, parce qu'il est drogué par Facebook. Facebook a pris soin de faire fonctionner Snap, faire fonctionner certains trucs. S'ils avaient tout coupé là, il y aurait eu des crimes hier. Ah ouais. Ciao, ciao, portez-vous bien.